Papa a hurlé, je n'ai pas les moyens de nourrir un parasite. Trouve-toi un vrai travail ou dégage. Il a jeté mon ordinateur portable à la poubelle. Je suis parti en silence. Il ne savait pas que je venais de vendre mon entreprise pour 17 millions de dollars. 14 jours plus tard. C'est le seul moment où la maison de Spokane est vraiment silencieuse. Les lattes du plancher du couloir ne grincent pas. La plomberie ne grogne pas. Et surtout, mon père, Hank, n'est pas réveillé pour me dire combien de place je gaspille. J'ai resserré la couverture en laine autour de mes épaules. Il gelait dans le grenier. Ma respiration formait de la buée dans la lumière bleu pâle de l'écran de mon ordinateur portable. Mon dos me lançait, une douleur sourde et rythmique juste à la base de ma colonne vertébrale, due au fait d'être assise sur un tabouret en bois pendant 14 heures d'affilée. Je voulais m'étirer, peut-être descendre et faire une cafetière, mais je n'osais pas. Si je descendais, je risquais de le réveiller. Et si je le réveillais, il me verrait encore en train de jouer sur l'ordinateur. Pour lui, ce n'était pas du travail. Pour lui, le travail, c'était des bottes à embout d'acier, des mains calleuses et rentrer à la maison en sentant la graisse et la sueur. Le travail était quelque chose que l'on détestait. Comme je ne semblais pas détester ce que je faisais, ça ne pouvait pas être du travail. J'ai bu une gorgée d'eau tiède dans une tasse ébréchée et j'ai tapé une commande dans le terminal. Sur l'écran, une barre de progression avançait lentement. C'était le dernier correctif pour Corlop System. Quelques milliers de lignes de code qui se dressaient entre moi et l'effondrement total de tout ce que j'avais bâti au cours des 5 dernières années. Mon estomac a gargouillé, fort et en colère. Je n'avais pas mangé un vrai repas depuis hier après-midi. J'ai ouvert un nouvel onglet sur mon navigateur et je me suis rendu sur le site web de la compagnie d'électricité locale. Je connaissais les identifiants par cœur parce que c'est moi qui les avais configurés. Je n'étais pas censé les connaître, bien sûr. Le tableau de bord s'est chargé. En retard de paiement, 240 $. J'ai soupiré en me frottant les tempes. Mon père s'était plaint toute la semaine de la hausse des tarifs de l'électricité, de la façon dont le gouvernement arnaquait les petites gens. Il ne savait pas que les tarifs n'avaient pas changé. Il ne savait pas qu'il n'avait pas payé une facture d'électricité complète depuis 4 ans. J'ai ouvert mon application bancaire personnelle. Mon solde affichait un chiffre terriblement bas, 412 $. C'était tout. C'était chaque centime à mon nom. Chaque autre centime que j'avais gagné grâce à des missions de codage en freelance avait été réinjecté directement dans les coûts des serveurs de Corlop, les frais juridiques pour les brevets et le paiement de mes 2 développeurs à distance en Inde. J'ai regardé la facture, 240 $. Si je la payais, il me resterait moins de 200 $ pour me nourrir pour le reste du mois. Je n'ai pas hésité. Je ne pouvais pas. Si le courant était coupé, mes serveurs seraient hors ligne. Si les serveurs étaient hors ligne, l'accord d'acquisition avec Omnitech tomberait à l'eau. Et si cet accord tombait à l'eau, j'étais fini. J'ai cliqué sur « Payer maintenant ». Un message de confirmation est apparu. Merci pour votre paiement. J'ai supprimé l'historique du navigateur comme je le faisais toujours. C'était une sensation étrange d'être l'encre invisible d'un navire en perdition. Mes parents pensaient qu'ils me maintenaient à flot, laissant leur fille paresseuse et sans emploi de 30 ans vivre dans leur grenier. Ils n'avaient aucune idée que depuis 5 ans, c'était moi qui colmatais les brèches dans la coque, payant la facture d'eau, l'internet, et comblant les manques de l'hypothèque chaque fois que le chèque de pension de mon père était insuffisant. J'étais le fantôme dans la machine de cette maison. Morgane. Je me suis figé. La voix venait du bas de l'escalier du grenier. C'était ma mère, Doris. J'ai rapidement minimisé mes fenêtres de code et affiché un site d'actualité générique au cas où elle montrait. Oui, maman. Tout va bien? Je t'ai entendu bouger, a-t-elle appelé, sa voix pâteuse de sommeil. Va dormir, Morgane. Ce n'est pas naturel d'être debout si tard à regarder cet écran. Je vais le faire, maman. Je lis juste les nouvelles. Ne reste pas debout toute la nuit, marmonna-t-elle, ses pas s'éloignant dans le couloir. Ton père est de mauvaise humeur. Ne lui donne pas de raison de s'en prendre à toi le matin. J'ai attendu d'entendre la porte de sa chambre se refermer. Puis j'ai ramené le code à l'écran. De mauvaise humeur. Papa était toujours de mauvaise humeur ces derniers temps, mais je savais pourquoi. J'avais vu le courrier qu'il essayait de cacher dans le tiroir à bric-à-brac. La banque n'envoyait plus seulement des avertissements. Ils envoyaient des menaces.
J'ai regardé la barre de progression. 99%. Tiens bon, ai-je murmuré dans la pièce vide. Juste 2 semaines de plus. Le dîner du dimanche était un rituel qui ne pouvait être rompu. Poulet rôti, pommes de terre sèches et une bonne dose d'agression passive. La table était mise avec les belles assiettes parce que Britney venait. Ma sœur cadette, la fierté et la joie de la famille, celle qui avait vraiment réussi quelque chose. Britney avait 27 ans, infirmière à l'hôpital du comté, et elle s'assurait que tout le monde le sache. J'étais déjà assise quand la porte d'entrée s'est ouverte brusquement. Britney est entrée d'un pas léger, apportant avec elle une rafale d'air froid et de parfum cher. Elle portait encore sa tenue d'infirmière, bleu ciel, parfaitement ajustée, même si je savais que son service s'était terminé 3 heures plus tôt. La porteur était une manœuvre de pouvoir. C'était un rappel visuel de son statut. « Désolé, je suis en retard », annonça-t-elle en jetant ses clés sur le comptoir. La circulation était un cauchemar, et la BMW fait encore des siennes. Je crois que les sièges chauffants sont cassés. Oh, ma pauvre chérie, a roucoulé ma mère en se précipitant pour la serrer dans ses bras. Assieds-toi. Assieds-toi. Tu dois être épuisé, à sauver des vies toute la journée. J'ai piqué ma pomme de terre. Salut, Britney. Elle m'a jeté un coup d'œil, affichant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Salut, Morgane. Toujours là? Je pensais que tu aurais peut-être déménagé maintenant. N'as-tu pas parlé d'un entretien d'embauche le mois dernier? C'est une start-up, Britney. Ma start-up. Et nous sommes dans une phase critique en ce moment. C'est ça. La start-up. Elle a fait des guillemets avec les doigts. Eh bien, j'espère qu'elle commencera à payer bientôt. Maman dit que vous avez vraiment du mal avec la facture de chauffage. Mon père, Hank, a grogné depuis le bout de la table. Il avait l'air fatigué. Sa peau était grise et les rides autour de sa bouche étaient plus profondes que dans mon souvenir. Il a piqué un morceau de poulet agressivement. On s'en sort. On s'en sortirait mieux si tout le monde dans cette maison contribuait, cependant. Il ne m'a pas regardé, mais le commentaire flottait dans l'air comme un brouillard épais. Je sais, papa, a dit Britney en tendant la main pour tapoter sa main rugueuse. C'est si dur de nos jours. C'est pourquoi j'ai pris des gardes supplémentaires. Je pense à acheter un condo en ville l'année prochaine, tu sais, pour entrer sur le marché immobilier. Tu vois? Papa a pointé sa fourchette vers elle, puis l'a balancée vers moi. C'est ça, l'ambition, Morgane. Ta sœur travaille 12 heures d'affilée, debout. Elle s'occupe de sang et de tripes. C'est du vrai travail. Et toi, que fais-tu? Tu restes assise en pyjama à tapoter sur des touches. C'est embarrassant. Je travaille 18 heures par jour, papa, ai-je dit doucement. Ce n'est pas parce que je ne rentre pas en sueur que je ne travaille pas. Si tu travaillais, tu aurais un salaire, a-t-il rétorqué. Où est-il? Montre-moi l'argent, Morgane, parce que tout ce que je vois, c'est toi qui manges ma nourriture et utilises mon internet. Je me suis mordu la langue. Je voulais crier. Je voulais sortir mon téléphone et lui montrer l'historique des transactions. Regarde la facture d'eau, papa. Regarde l'internet dont tu parles. Qui crois-tu qui a payé ça le mois dernier? L'a fait ma reine. Mais je ne pouvais pas. Si je lui disais que je payais ses factures dans son dos, ça ne le rendrait pas reconnaissant. Ça l'humilierait. C'était un homme fier, un homme traditionnel. Savoir que sa fille ratée maintenait secrètement les lumières allumées le briserait, ou pire, le ferait me détester. Après le dîner, pendant que maman débarrassait la table, Britney m'a coincé dans le couloir près de la salle de bain. Son attitude a changé instantanément. L'acte de l'infirmière douce et fatiguée a disparu. Et, a-t-elle murmuré, regardant autour d'elle pour s'assurer que nos parents n'étaient pas à portée de voix. J'ai besoin d'un service. Je n'ai pas d'argent, Brit. Ne mens pas. Je sais que tu fais des trucs en freelance. Écoute, j'ai maximisé ma carte de crédit. D'accord. J'ai acheté ce sac à main. Il était en solde. Il me le fallait. Et maintenant, je ne peux pas payer le minimum. J'ai juste besoin de $500. Je l'ai fixé. $500. Britney, j'ai littéralement moins que ça sur tout mon compte.
Je viens de payer la facture d'électricité de cette maison parce que papa a encore oublié. Ses yeux se sont rétrécis. Tu as payé la facture d'électricité? Pourquoi ne leur as-tu pas dit? Parce que ça l'embarrasserait. Tu le sais. Peu importe. Elle a ricané en croisant les bras. Tu es si égoïste. Tu vis ici sans payer de loyer. Tu n'as aucune dépense et tu ne peux pas aider ta petite sœur. C'est moi qui m'occupe vraiment de lui, Morgane. Je viens ici. J'écoute papa se plaindre. J'emmène maman à ses rendez-vous. Toi, tu te caches juste dans le grenier. Je construis une entreprise, ai-je dit, ma voix tremblant de frustration. Ça va être énorme. Attends de voir. Britney a ri. C'était un son court et cruel. Ouais, continue de te dire ça. Ne viens juste pas pleurer vers moi quand papa te mettra enfin à la porte. Je n'aurai pas de place pour toi dans mon condo. Elle m'a bousculé et est retournée dans la cuisine, sa voix montant dans ce ton doux et faux. Maman, laisse-moi t'aider avec la vaisselle. Je suis resté là, dans le couloir sombre, écoutant mon père rire de quelque chose qu'elle avait dit. On aurait dit une fête à laquelle je n'étais pas invité. J'étais l'étrangère dans ma propre maison. Le mercredi matin a apporté la pluie. Elle tambourinait sans relâche contre le toit, s'infiltrant par un point faible du plafond du grenier et s'égouttant dans un seau que j'avais placé là il y a 3 mois. L'atmosphère dans la maison était radioactive. Je suis descendu vers midi pour me faire un sandwich. J'étais debout depuis 4 heures du matin à gérer une panne de serveur sur notre nœud de Singapour, et mes yeux me donnaient l'impression d'être remplis de sable. Je portais un pantalon de jogging et un sweat à capuche trop grand, mes cheveux attachés en un chignon désordonné. Papa était assis à la table de la cuisine. Il ne mangeait pas. Il fixait juste un morceau de papier dans ses mains. Son visage était d'un rouge pâle terrifiant, comme un coup de soleil sur le point de cloquer. Dès que je suis entré, il a froissé le papier et l'a glissé sous une pile de prospectus. Mais je savais ce que c'était. J'avais vu le bord de l'enveloppe dans la poubelle plus tôt. C'était rouge, dernier avis, procédure DE saisie imminente. Ils avaient 14 jours. 14 jours avant que la banque ne prenne la maison. J'ai fait comme si je n'avais rien vu. Salut, papa. Tu veux un sandwich? Je fais du jambon fromage. Il n'a pas répondu. Il m'a juste regardé. Ses yeux suivaient mes mouvements pendant que j'ouvrais le frigo, prenais le jambon, prenais le pain. C'était un regard prédateur, comme un tigre attendant qu'une gazelle fasse un faux pas. Ça doit être bien, a-t-il marmonné. J'ai fait une pause, tenant le pot de moutarde. Qu'est-ce qui doit être bien? A-t-il dit plus fort, sa voix tremblant. Dormir jusqu'à midi. Se promener en pyjama. Pas un souci au monde. Papa, je suis réveillé depuis 4 heures. Je travaillais. Travailler? Il a craché le mot comme si c'était du poison. Tu appelles ça travailler? Tapoter sur un jouet? J'ai passé 30 ans à l'usine, Morgane. 30 ans à me casser le dos pour que cette famille ait un toit. Et maintenant, il s'est interrompu, sa main tremblant vers la pile de courrier. Papa, quelque chose ne va pas? C'est de l'argent? Parce que... Ne me parle pas d'argent. Il a frappé du poing sur la table. La salière a sauté. Qu'est-ce que tu sais de l'argent? Tu n'as jamais gagné un vrai dollar de ta vie. Tu crois que la nourriture apparaît comme par magie dans ce frigo? Tu crois que le chauffage reste allumé par magie? Oui. Je voulais crier. Il reste allumé parce que c'est moi qui le paie. Je contribue, papa. J'achète les courses. Je répare des choses dans la maison. Tu achètes une miche de pain et tu te prends pour un sauveur, a-t-il ricané. Il s'est levé et j'ai réalisé à quel point il était encore grand. Même à 62 ans, c'était un homme massif, aux épaules larges et lourds. Il me dominait dans la petite cuisine. Tu sais ce que ta sœur a fait hier? Elle nous a apporté des courses, 3 sacs, sans qu'on lui demande. Elle a proposé de payer les soins dentaires de ta mère. Britney m'emprunte de l'argent pour acheter des vêtements, papa, ai-je dit, mon contrôle m'échappant. Elle n'est pas riche. Elle est endettée. N'ose pas mentir sur ta sœur. Son visage était maintenant violet. Elle a du succès. C'est une infirmière. Elle est dehors à sauver des vies pendant que tu restes assise là-haut dans ta petite grotte à jouer à la fausse PDG.
Ce n'est pas un jeu. J'ai un contrat en attente avec Omnitech. Il va valoir des millions. La pièce est devenue silencieuse. Puis il a ri. S'est éteint son horrible et brisé. Des millions. Tu entends ça, Doris? A-t-il crié vers le salon. Notre fille va gagner des millions. Il s'est retourné vers moi, le rire s'éteignant instantanément, remplacé par un pur dégoût froid. Tu délires, Morgane. Tu as 30 ans. Tu n'as ni mari, ni enfant, ni travail, ni avenir. Tu te mens à toi-même, et tu nous mens parce que tu es trop paresseuse pour sortir et trouver un vrai travail au supermarché ou à la station-service. Je ne suis pas paresseuse, ai-je murmuré, les larmes me piquant les yeux. Tu es une sangsue, a-t-il dit. Il a fait un pas de plus. Tu siphonnes la vie de cette famille. Nous nous noyons, Morgane. Nous nous noyons dans les factures et tu es juste assise sur notre dos, nous alourdissant. Papa, s'il te plaît. Non, plus de s'il te plaît. Il a regardé le sandwich dans ma main. Il a regardé le sac de mon ordinateur portable que j'avais laissé sur le comptoir. J'en ai assez. L'air dans la cuisine a changé. Ce n'était plus seulement de la colère. C'était dangereux. Je ne peux plus le faire, a dit Hank, sa voix baissant à un grognement sourd. Quand je te regarde, je vois mon propre échec. Je vois un parasite. Le mot m'a frappé comme une gifle. Parasite. Je n'ai pas les moyens de nourrir un parasite comme toi, a-t-il rugi soudainement, le volume me faisant reculer contre le comptoir. Tu nous saignes à blanc. Nous allons tout perdre. Et tu t'en fiches. Si, je m'en soucie. Papa, écoute-moi. Dans 2 semaines, 2 semaines. Dans 2 semaines, nous n'aurons plus de maison. Le secret était révélé. Il n'avait même pas réalisé qu'il l'avait avoué. Sors. Je me suis figé. Quoi? Sors. Il a attrapé mon sac d'ordinateur portable sur le comptoir. Mon cœur s'est arrêté. Ce sac contenait ma machine, mon disque dur, les seules clés d'accès au serveur de Corloop. Papa, ne touche pas à ça. Il a marché jusqu'à la porte arrière, l'a ouverte en grand et a projeté le sac dehors sous la pluie. J'ai regardé au ralenti pendant qu'il tournoyait dans les airs et atterrissait dans une flaque de boue dans le jardin. Va le chercher, a-t-il dit, respirant lourdement. Et continue de marcher. Tu ne peux pas être sérieux. Il pleut à verse. Je n'ai nulle part où aller. Tu es millionnaire, n'est-ce pas? A-t-il ricané, son visage tordu en quelque chose de laid et méconnaissable. Va séjourner au Ritz. Va t'acheter un manoir. Mais tu ne resteras pas sous mon toit une nuit de plus. Je ne vais pas me tuer au travail pour entretenir une gamine paresseuse et ingrate. Ma mère est apparue dans l'embrasure de la cuisine. Elle avait l'air petite, terrifiée. Elle tordait un torchon dans ses mains. Maman. Je l'ai regardée. Maman, s'il te plaît, dis-lui. Elle a regardé Hank, voyant la rage dans ses yeux. Elle a regardé la vie de saisie qui dépassait dessous les prospectus. Puis elle m'a regardé et a détourné le regard. Elle a tourné le dos et a commencé à frotter une assiette propre dans l'évier. Le bruit de l'eau qui coulait était la seule réponse que j'allais obtenir. Elle l'a choisi. Elle le choisirait toujours. Quelque chose en moi s'est brisé. Mais ce n'était pas une rupture bruyante. C'était un claquement net et silencieux, comme une brindille sèche sur laquelle on marche dans une forêt. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas pleuré. Je suis passé devant mon père. Il attendait une bagarre. Il voulait que je crie pour qu'il se sente justifié. Il voulait que je supplie pour qu'il se sente puissant. Au lieu de cela, je me suis arrêté juste devant lui. Je l'ai regardé dans les yeux. Tu as raison, papa, ai-je dit doucement. Tu n'as pas les moyens de m'entretenir. Je suis sorti par la porte arrière sous la pluie. L'eau froide a instantanément trempé mon sweat à capuche. J'ai couru vers la flaque de boue et j'ai attrapé mon sac. Je l'ai frénétiquement dézippé. L'ordinateur portable était dans une pochette étanche. Il était en sécurité. Dieu merci. Je ne suis pas retourné à l'intérieur pour mes vêtements. Je ne suis pas retourné pour ma brosse à dents. J'avais mon ordinateur portable, mon téléphone et les clés de ma berline de 10 ans dans ma poche. Je me suis dirigé vers l'allée.
Mon père regardait depuis la fenêtre de la cuisine. Il se tenait là comme une statue, les bras croisés, regardant pour s'assurer que je partais vraiment. Je suis monté dans ma voiture. Le moteur a tout sauté avant de démarrer. Alors que les essuie-glaces balayaient la pluie, j'ai jeté un dernier regard à la maison. Elle avait l'air petite. Elle avait l'air grise. Elle ressemblait à une cage dans laquelle j'avais vécu trop longtemps. D'accord, me suis-je murmuré, mes mains agrippant le volant si fort que mes articulations sont devenues blanches. Tu veux que le parasite s'en aille? Regarde l'hôte mourir. J'ai mis la voiture en marche arrière et j'ai quitté l'allée. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai descendu la rue, dépassant les maisons des voisins, dépassant l'école où je rêvais d'être scientifique, dépassant l'hôpital où Britney prétendait être une sainte. J'ai conduit jusqu'à ce que la maison ne soit plus qu'un souvenir dans le rétroviseur. J'étais sans abri. J'avais moins de 400 $. J'avais un contrat de plusieurs millions de dollars qui ne tenait qu'à un fil. Et je ne m'étais jamais senti aussi concentré de toute ma vie. Le Pinet Motel était le genre d'endroit où l'on ne marchait pas pieds nus sur la moquette. Il sentait la fumée de cigarettes froides et le désinfectant au citron, une tentative chimique de masquer des décennies de mauvaises décisions. Cela m'a coûté 59 $ la nuit, ce qui signifiait que je pouvais me permettre exactement 3 nuits avant d'être complètement insolvable. J'ai poussé le bureau fragile contre le mur, juste sous le climatiseur qui cliquetait comme un moteur mourant. C'était mon centre de commandement, mon empire. J'ai installé mon ordinateur portable. L'écran était la seule chose propre dans la pièce. J'ai partagé la connexion de mon téléphone car le Wi-Fi du motel était plus lent que le modem. Dès que je me suis reconnecté au canal sécurisé de Corlop, ma boîte de réception a sonné. C'était un email de l'équipe juridique d'Omnitech. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes en l'ouvrant. Objet, préoccupation urgente de diligence raisonnable. J'ai parcouru le texte et mon estomac s'est noué. Ce n'était pas le contrat, c'était un défi. Un membre du conseil d'administration nommé Monsieur Sterling, un homme que je n'avais jamais rencontré mais qui détestait apparemment l'idée d'acquérir une start-up unipersonnelle, avait soulevé une préoccupation concernant l'évolutivité. Sterling estime que l'architecture actuelle ne peut pas supporter la charge d'entreprise du réseau logistique mondial d'Omnitech. Il exige un test de résistance continue de 72 heures à 5% de capacité avant de procéder à la signature. 72 heures. J'ai regardé mon téléphone. C'était mardi. Si je lançais le test pendant 72 heures, je finirais vendredi matin. Cela ne laissait aucune marge d'erreur. Si les serveurs plantaient, si la latence augmentait ne serait-ce que d'une milliseconde, Sterling annulerait l'accord. Et je serais coincé dans ce motel sans maison, sans famille et sans avenir. Je n'ai pas paniqué. La panique était un luxe pour les gens qui avaient des filets de sécurité. J'avais de l'adrénaline. J'ai fait craquer mes doigts et j'ai commencé à taper. Je devais rediriger la charge du trafic. Je devais créer des instances de serveurs temporaires en Virginie et à Francfort pour gérer la pression simulée. Cela allait coûter de l'argent que je n'avais pas. J'ai vérifié la limite de ma carte de crédit. Il me restait 300 $ de crédit disponible, juste assez pour louer l'espace serveur pendant 3 jours. Si le test échouait, je ne pourrais même pas m'acheter un sandwich. Tapis, ai-je murmuré. J'ai lancé la séquence. L'écran s'est rempli de journaux de données défilants. Texte vert sur fond noir. Pour n'importe qui d'autre, cela ressemblait à du charabia. Pour moi, cela ressemblait à un battement de cœur. Pendant les 6 heures suivantes, je n'ai pas bougé. Je suis resté assise sur la chaise en bois dur à regarder les métriques. Utilisation du processeur, 40%. Mémoire, 60%. Ça tenait. Vers minuit, un bruit provenant de la chambre voisine a brisé ma concentration. Des cris, un homme et une femme se disputant à propos d'argent. « Tu as dit que tu l'avais payé » a crié la femme à travers la fine cloison sèche. « Tu as dit que tu t'en étais occupé. » Je me suis figé. Les mots faisaient écho à la dispute que je venais d'avoir avec mon père. Tu nous saignais à blanc. Mon père pensait que j'étais la raison pour laquelle ils étaient ruinés. Il pensait que ma présence était le trou noir financier au centre de la famille. Il n'avait aucune idée que le trou noir était en fait une fuite et que c'était moi qui tenais le bouchon. J'ai regardé les journaux du serveur. Stable. J'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur.
Mes doigts ont plané au-dessus du clavier. Je savais ce que je devais faire. Si j'étais vraiment un parasite, comme il le disait, alors un parasite ne devrait pas payer l'hypothèque de son hôte. Je me suis d'abord connecté au portail de la banque. C'était le compte joint que mes parents utilisaient pour l'hypothèque. J'y avais accès parce qu'il y a 4 ans, mon père m'avait demandé de réparer l'ordinateur quand il s'était bloqué et j'avais discrètement mis en place une clé de récupération pour moi-même. Je me suis rendu dans l'onglet des paiements programmés. C'était là. Virement mensuel, 1200 $. Source, compte externe se terminant par 4490. C'était mon compte. Pendant 5 ans. Je l'avais configuré pour que chaque fois que leur paiement hypothécaire était dû, le système prélève le manque à gagner de mes revenus de freelance. Papa pensait que sa pension le couvrait. Il pensait que la banque avait baissé son taux. Il ne vérifiait jamais les relevés. Il voyait juste que la banque n'appelait pas, donc tout devait aller bien. Mon doigt a plané au-dessus du bouton « Annuler ». Une vague de nausée m'a envahi. Cela semblait mal. Cela ressemblait à de la violence. J'ai été élevé pour honorer mes parents, pour aider la famille. Les couper des vivres me donnait l'impression de tendre physiquement la main dans leur maison et de couper l'oxygène. Je n'ai pas les moyens de nourrir un parasite. Sa voix a résonné dans ma tête, forte et claire. Il avait jeté mon travail dans la boue. Il m'avait dit de vivre dans la rue. Il me croyait inutile. Si je continuais à payer, je lui donnais raison. Si je continuais à payer, je le laissais vivre dans un monde fantastique où il était le martyr et j'étais la méchante. Tu veux la vérité, papa ? Ai-je murmuré à l'écran. Voici la vérité. J'ai cliqué sur « Annuler ». L'écran s'est rafraîchi. Aucun paiement programmé trouvé. Je ne me suis pas arrêté là. Je suis allé sur le portail de la compagnie d'électricité. Paiement automatique activé. Désactivé. La compagnie des eaux, désactivé. Le fournisseur d'accès Internet, désactivé. À chaque clic, je ressentais un étrange mélange de culpabilité et de légèreté. C'était comme laisser tomber de lourds sacs de sable d'une montgolfière. Je montais, mais j'étais terrifié par ce que je laissais derrière moi sur le sol. Finalement, je suis arrivé au forfait de téléphonie mobile. C'était un forfait familial. Mon numéro, celui de papa, celui de maman, celui de Britney. La facture était de 200 $ par mois. Je payais le tout. Je suis allé dans la section « Gérer la ligne ». J'ai sélectionné mon propre numéro et j'ai cliqué sur « Transférer ». Puis j'ai sélectionné l'option de paiement du solde restant. Changer de mode de paiement. J'ai supprimé ma carte de crédit. J'ai entré l'adresse email de mon père pour la notification de facturation. C'était fait. Je me suis rassise sur la chaise de motel qui grinçait, mon cœur battant la chamade comme si je venais de courir un marathon. Je ne leur avais pas pris un centime. Je n'avais rien volé. J'avais simplement retiré mes mains du volant. Pour la première fois en 5 ans, les finances de la famille Clark étaient entièrement, à 100%, entre les mains de Hank Clark. J'ai regardé mon autre écran. Le test de résistance était à l'heure 12. La charge augmentait. Les ventilateurs de mon ordinateur portable criaient, luttant pour suivre le traitement des données. Je me suis allongé sur le lit de motel bosselé, fixant la tache d'eau sur le plafond. Je me demandais combien de temps cela prendrait. La facture d'électricité était due dans 3 jours. L'hypothèque était due dans 8. Le compte à rebours de la saisie était déjà enclenché. Ils m'avaient mis à la porte pour économiser de l'argent. Ils étaient sur le point de découvrir à quel point j'avais été cher. Jeudi après-midi, heure 60 du test de résistance. Je ne m'étais pas douché. J'avais à peine dormi. Mon alimentation se composait de crackers de distributeur automatique et d'eau du robinet tiède. La pièce sentait l'ozone et l'anxiété. Mon ordinateur portable a sonné. C'était l'heure. L'appel Zoom avec le conseil d'administration d'Omnitech. J'ai rapidement enfilé un blazer par-dessus mon t-shirt. J'ai utilisé un élastique pour attacher mes cheveux gras en un chignon professionnel sévère. J'ai positionné l'ordinateur portable de manière à ce que la caméra ne capte que le mur blanc derrière moi, cachant le lit du motel et le papier peint qui s'écaillait. J'ai activé la fonction de flou d'arrière-plan pour plus de sécurité. J'ai cliqué sur « Rejoindre la réunion ». L'écran s'est rempli de visages. Il y en avait 5,
des hommes en costume chers assis dans des bureaux vitrés à San Francisco et à New York. Et puis il y avait Elena, la PDG d'Omnitech, l'air vive et indéchiffrable. « Bonjour, Morgan », a dit Elena. Sa voix était calme. « Nous avons également Monsieur Sterling ici. » La caméra s'est tournée vers un homme aux cheveux argentés et au visage qui semblait taillé dans le granit. Il n'a pas souri. « Mademoiselle Clark », a dit Sterling. « Allons droit au but. Votre logiciel est impressionnant sur le papier, mais le papier ne gère pas la logistique mondiale. Nous simulons actuellement un pic de trafic équivalent au Black Friday. Montrez-moi la latence. »« Bonjour, Monsieur Sterling », ai-je dit, ma voix stable malgré le fait que mes mains tremblaient sous le bureau. Je partage mon écran maintenant. J'ai affiché le tableau de bord en direct. Les chiffres dansaient. Requêtes par seconde, 50 000. Taux d'erreur, 0%. Latence moyenne, 12 millisecondes. Comme vous pouvez le voir, ai-je dit en montrant le graphique, nous fonctionnons actuellement à 500% de la charge que vous avez demandée. Le nœud de Virginie s'est automatiquement mis à l'échelle lorsque le trafic a atteint son maximum, et le partitionnement de la base de données a géré le débordement sans une seule perte de paquet. Sterling a plissé les yeux. Il s'est penché plus près de sa caméra. Et que se passe-t-il si un nœud tombe en panne? Tuez le serveur de Virginie tout de suite. J'ai eu le souffle coupé. Monsieur Sterling, c'est un environnement de test en direct. Si je tue le serveur manuellement. Faites-le, a-t-il commandé. Si votre récupération automatique est aussi bonne que vous le prétendez, le nœud de Francfort devrait prendre le relais instantanément. S'il plante, l'accord est annulé. C'était le moment décisif. Il jouait toute ma vie sur une seule commande. J'ai tapé la commande de terminaison dans le terminal. Sudo shutdown hash now. Mon doigt a plané au-dessus de la touche entrée. Juste à ce moment-là, des coups violents sur la porte de mon motel m'ont fait sursauter. Ménage? A crié une voix de l'extérieur. Vous êtes là? Le départ est à 11h demain. Les membres du conseil d'administration avaient l'air confus. Y a-t-il quelqu'un avec vous? A demandé Elena. Non, ai-je dit rapidement, coupant mon micro pendant une fraction de seconde pour crier, allez-vous-en, à la porte. J'ai réactivé le micro. Juste des travaux dans le bâtiment voisin. Toutes mes excuses. J'ai appuyé sur Entrée. Le serveur de Virginie est mort. Le graphique à l'écran a chuté. La ligne rouge a grimpé pendant 3 secondes. 3 secondes qui ont semblé durer 3 ans. L'écran a affiché une erreur critique. Sterling a souri d'un air suffisant. La voilà. L'échec. Puis le nœud de Francfort a pris le relais. La ligne rouge a disparu. La ligne verte est remontée en flèche. La latence s'est stabilisée à 14 millisecondes. Système récupéré. Redirection terminée. J'ai expiré, sentant que j'allais m'évanouir. Comme vous pouvez le voir, ai-je dit, ma voix gagnant en force. 0 perte de données. 2 millisecondes de latence lors d'une défaillance catastrophique. Corup est à l'épreuve des balles, Monsieur Sterling. Le silence a rempli la salle virtuelle. Sterling a fixé l'écran. Il a ajusté ses lunettes. Il a cherché un défaut, un bug, n'importe quoi. Il n'a rien trouvé. Impressionnant, a-t-il finalement grogné. Elena a souri. C'était un sourire de requin, mais il était de mon côté. Je pense que nous en avons assez vu. Monsieur Sterling, ai-je l'approbation du conseil pour procéder? Bien, a dit Sterling. Rédigez les papiers. Nous vous enverrons le DocuSign final, Morgan, a dit Elena. Félicitations. Nous acquérons Corlock pour 17 millions de dollars, sous réserve de la signature finale. L'appel s'est terminé. L'écran est devenu noir. Je suis resté assise là, dans le silence de la chambre de motel. 17 millions de dollars. J'ai regardé autour de moi la moquette tachée, le climatiseur qui cliquetait, la porte où la femme de ménage grommelait encore. J'étais riche. J'étais riche à millions, indéniablement riche. J'ai mis ma tête dans mes mains et j'ai commencé à rire. C'était un rire hystérique et sanglotant. J'avais gagné. J'avais survécu. Et la première personne que je voulais appeler était mon père, mais je ne pouvais pas, car c'était à cause de lui que j'étais dans cette chambre de motel.
Je ne suis pas retourné à Spokane, mais je sais exactement ce qui s'est passé dans cette maison au cours des jours suivants. Je le sais parce que je connais le rythme de la vie de mon père, et je sais exactement quand je l'ai perturbé. Ça aurait commencé un mardi soir. Papa serait dans son fauteuil à regarder le match de baseball. Les Mariners jouaient. C'était son sanctuaire. Soudain, la télé serait devenue noire. Le bourdonnement du réfrigérateur se serait arrêté. La maison aurait plongé dans un silence absolu et lourd. Doris, aurait-il crié. On a fait sauter un fusible? Maman aurait tâtonné pour trouver la lampe de poche dans le tiroir à bric-à-brac. Papa serait descendu au sous-sol pour vérifier le disjoncteur. Il aurait actionné les interrupteurs dans un sens puis dans l'autre, mais rien ne se serait passé. Il serait allé à la fenêtre et aurait regardé les voisins. Les lumières des Johnson étaient allumées. Les lampadaires étaient allumés. Ce n'était pas une panne de courant. C'était juste eux. Je ne comprends pas, aurait-il grommelé en retournant dans la cuisine. J'ai payé la facture. Je sais que je l'ai fait. Il ne l'avait pas fait. Il n'avait pas payé une facture d'électricité depuis 2019. Puis il aurait essayé d'appeler la compagnie d'électricité. Il aurait sorti son téléphone portable. Mais quand il aurait composé le numéro, il n'y aurait pas de sonnerie, juste une voix robotique. Nous sommes désolés, mais ce service a été suspendu pour non-paiement. Veuillez contacter votre fournisseur de service. La panique aurait commencé à s'installer. Puis, froide et vive. Britney, aurait-il appelé, se souvenant qu'elle venait dîner. Utilise ton téléphone. Appelle la compagnie d'électricité. Britney serait arrivée, agacée que la maison soit sombre. Elle aurait essayé d'appeler, mais lorsque le système automatisé aurait demandé le numéro de compte et les 4 derniers chiffres du numéro de sécurité sociale associé au mode de paiement, papa n'aurait pas su quoi dire. C'est généralement automatique, aurait-il balbutié. Eh bien, ce n'est plus automatique, papa, aurait rétorqué Britney, éclairant son visage avec la lampe de poche de son téléphone. Qui le payait? Et puis la prise de conscience l'aurait frappé. Une horreur lente et rampante. Il se serait souvenu de moi. Il se serait souvenu des fois où j'avais demandé le courrier. Des fois où j'étais assise à l'ordinateur à ne rien faire. Morgane. Elle nous a coupés, aurait-il murmuré, s'enfonçant dans la chaise de la cuisine. Cette petite rancunière. Elle nous a coupés. Britney aurait crié. Est-elle folle? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Elle veut nous punir, aurait dit Hank, son visage se durcissant en ce masque de pierre familier. Elle pense que ça me fera ramper jusqu'à elle. Elle pense que je vais supplier. Il aurait frappé la table de sa main. Eh bien, je ne le ferai pas. Je n'ai pas besoin de son argent. Je n'ai pas besoin de sa charité. Nous allons trouver une solution. J'irai à la banque demain. Je demanderai un prêt. Il ne le savait pas encore. Il ne savait pas que la banque avait déjà envoyé l'avis de saisie. Il ne savait pas que sans mes revenus invisibles, son ratio dette-revenu était catastrophique. Il pensait mener une escarmouche. Il ne réalisait pas qu'il avait déjà perdu la guerre. La maison était plongée dans l'obscurité. La nourriture dans le congélateur commençait à décongeler et l'horloge murale se rapprochait de l'échéance. Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'à présent. Si vous appréciez ce récit de vengeance et de rédemption, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Commentez également ci-dessous le nom de la ville d'où vous regardez. Cela aide la vidéo à atteindre plus de gens. Merci beaucoup. 10 jours plus tard, j'étais sur le balcon d'un penthouse au 42e étage de la tour Rainier à Seattle. Le vent fouettait mes cheveux, mais cette fois je n'avais pas froid. Je portais un blazer anthracite sur mesure qui coûtait plus cher que le camion de mon père. Mes cheveux étaient coupés en un carré professionnel et net. Je ressemblais à une personne différente. Je ressemblais à la femme sur le site web d'Omnitech. L'argent avait été crédité sur mon compte il y a 3 jours. 17 millions de dollars. J'avais fixé le chiffre pendant 1 heure. Ça ne semblait pas réel. Ça semblait être un bug. Mais quand j'ai transféré les fonds pour acheter ce bail, la banque n'a pas sourcillé. Mademoiselle Clark. Je me suis retourné. Un homme se tenait dans mon salon, tenant un enregistreur vocal. C'était Tran, un journaliste du Washington Business Journal. Il avait l'air un peu intimidé par la vue.
Ou peut-être par mois. J'aimais ça. Appelez-moi Morgane, ai-je dit en rentrant. Asseyez-vous, Tran. Merci, a-t-il dit en s'asseyant sur le canapé en cuir blanc. Alors, c'est toute une histoire. Omnitech n'acquiert généralement pas de société à fondateur unique. Et certainement pas d'où était-ce? Spokane. C'est exact, ai-je dit en me versant un verre d'eau gazeuse. J'ai construit l'architecture de base dans le grenier de mes parents. C'est l'angle que mon rédacteur en chef adore, a dit Tran en se penchant. Le génie de la Rust Belt, la Cendrillon du code. Dites-moi, quelle a été la partie la plus difficile? Les défis techniques, le financement. J'ai regardé par la fenêtre la ligne d'horizon. J'ai pensé à la chaise cassée dans le jardin. J'ai pensé à la flaque de boue. La partie la plus difficile, ai-je dit prudemment, a été l'isolement. Quand on construit quelque chose de grand, parfois les gens les plus proches de vous ne le comprennent pas. Ils voient le temps que vous y consacrez comme du temps perdu. Ils voient votre concentration comme de la paresse. Tran griffonnait furieusement. Votre famille vous a-t-elle soutenu? J'ai fait une pause. C'était le moment. Je pouvais mentir. Je pouvais brosser un joli tableau d'une famille ouvrière solidaire qui m'encourageait. Ce serait plus facile. Ça les protégerait. Mais pourquoi devrais-je les protéger? Ils ne m'avaient pas protégé. Ma famille. J'ai choisi mes mots avec une précision chirurgicale. Ils sont très traditionnels. Mon père croit au travail acharné. Il ne voyait pas de valeur dans ce que je faisais. En fait, il y a 2 semaines, il m'a demandé de quitter la maison parce qu'il pensait que j'étais un fardeau financier. Tran a arrêté d'écrire. Il a levé les yeux, ses yeux écarquillés. Il vous a mis à la porte 2 semaines avant que vous ne vendiez l'entreprise pour 17 millions de dollars? Oui. Le sait-il? Non, ai-je dit. Pas encore. Tran a souri. C'était le sourire d'un homme qui savait qu'il venait de trouver le titre de la première page. Pouvons-nous mettre ça dans l'article? Ça ajoute beaucoup de couleurs. J'ai bu une gorgée d'eau. Vous pouvez l'imprimer. N'utilisez simplement pas leur nom. Je ne veux pas qu'ils soient harcelés. Mais les gens de ma ville, ils sauront de qui vous parlez. Ça va devenir viral, a promis Tran. Bien, ai-je dit. Je le veux aussi. Quand Tran est parti, je suis resté seul dans l'immense appartement silencieux. J'ai affiché le flux de la caméra de sécurité de l'ancienne maison. Je n'avais pas encore coupé cette connexion. Je voulais voir. La maison était sombre, mais il y avait une lueur de bougies vacillante à la fenêtre de la cuisine. Ils étaient toujours là. Ils survivaient. Mais je savais que l'échéance de la saisie était demain. L'article sortirait le matin. Et alors la vraie tempête commencerait. Le lendemain matin, le soleil s'est levé sur Spokane, mais il n'a pas brillé sur la maison des Clark. Le courant était toujours coupé. Hank Clark est entré dans la quincaillerie Miller à 9 heures du matin. Il avait une mine affreuse. Sa chemise était froissée et il avait des cernes sous les yeux. Il avait besoin d'une bouteille de propane pour le réchaud de camping portable afin qu'il puisse au moins faire bouillir de l'eau pour le café. Il s'est approché du comptoir. Le vieux Miller était là, lisant un magazine. « Salut, Bob » a grogné Hank en posant la bouteille vide sur le comptoir. « Mets-le sur mon compte, veux-tu ? Le chèque de pension a quelques jours de retard. » D'habitude, Bob Miller hochait la tête et le laissait passer. Ils se connaissaient depuis 30 ans. Mais aujourd'hui, Bob n'a pas bougé. Il n'a pas attrapé le registre. Il a juste regardé Hank par-dessus ses lunettes de lecture. « Je ne peux plus faire crédit, Hank » a dit Bob doucement. « Quoi ? Allez, Bob. Je suis solvable. Tu me connais. Je te connais, a dit Bob. Il a pris le magazine qu'il lisait. C'était le Washington Business Journal. Il l'a claqué sur le comptoir, face visible. Et je connais ta fille, ou je croyais la connaître. Hank a baissé les yeux. Là, sur la couverture, il y avait une photo pleine page de Morgane. Elle ne portait pas son sweat à capuche trop grand. Elle portait un blazer élégant, les bras croisés, ressemblant à un titan de l'industrie. Le titre criait en lettres noires et grasses, la parasite à 17 millions de dollars. Comment une génie locale a bâti un empire technologique depuis le grenier de ses parents et s'est fait mettre à la porte pour ça.
La bouche de Hank s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Il a fixé le chiffre. 17 millions. Est-ce que c'est? A balbutié Hank. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, d'accord, a dit Bob. Mon neveu travaille en informatique. Il dit que ce truc Corloop est partout aujourd'hui, il dit qu'elle l'a vendu à Omnitech. C'est une entreprise mondiale, Hank. Bob s'est penché en avant, sa voix baissant à un murmure rauque. L'article dit que tu l'as mise à la porte il y a 2 semaines. Il dit que tu l'as traité de parasite. Est-ce que c'est vrai? Hank a senti le sang quitter son visage. Les autres clients du magasin, des gens qu'il connaissait depuis toujours, des types avec qui il buvait de la bière, s'étaient arrêtés dans les allées pour le regarder. Ils ne le regardaient plus avec sympathie. Ils le regardaient comme s'il était le plus grand idiot de l'État de Washington. Elle a menti, a murmuré Hank, mais sa voix manquait de conviction. Elle jouait juste sur l'ordinateur. Elle n'avait pas de travail. On dirait qu'elle avait un meilleur travail que toi ou moi, Hank, a dit Bob sans pitié. 17 millions de dollars et tu l'as mise à la porte. Tu dois être l'homme le plus intelligent du comté. Des rires ont parcouru le magasin. Ce n'étaient pas des rires amicaux. C'étaient des moqueries. Hank a attrapé la bouteille de propane vide. Il n'a pas acheté la recharge. Il s'est retourné et a fui le magasin, la cloche au-dessus de la porte tintant comme une accusation. Il a couru jusqu'à son camion, ses mains tremblant si fort qu'il pouvait à peine mettre la clé dans le contact. Il devait rentrer à la maison. Il devait trouver Doris. Il devait savoir si c'était un cauchemar ou la dure vérité. L'atmosphère dans le salon était suffocante. Hank a jeté le magazine, qu'il avait volé à la quincaillerie, sur la table basse. Doris l'a ramassé. Elle l'a lu à la lumière de la fenêtre, plissant les yeux sur les pages glacées. « Oh mon Dieu !» a-t-elle murmuré. « Regarde là, Hank. Elle a l'air puissante. Elle a l'air d'une traîtresse, a crié Hank, arpentant le tapis. Elle avait 17 millions de dollars, et elle nous a laissés dans le noir. Elle m'a laissé m'humilier à la quincaillerie. L'article dit que l'accord a été conclu il y a 3 jours, a lu Doris, sa voix tremblante. Hank, elle n'avait pas l'argent quand tu l'as mise à la porte. Elle le construisait. Elle aurait pu nous le dire. Elle a essayé. Doris s'est levée, sa passivité se fissurant enfin. Elle a essayé de te le dire au dîner. Elle a dit qu'elle avait un contrat en attente. Tu as ri d'elle. Tu l'as traitée d'enfant délirante. Hank s'est figé. Il s'est souvenu du rire. Il s'est souvenu de la façon dont il s'était moqué d'elle. Eh bien, a-t-il balbutié, cherchant un moyen d'avoir raison. Si elle a autant d'argent, elle nous le doit. Nous l'avons élevée. Nous lui avons mis un toit sur la tête pendant 30 ans. Juste à ce moment-là, la porte d'entrée a vibré. Un poing lourd a martelé le bois 3 fois. Hank est allé à la porte et l'a ouverte. Un shérif adjoint se tenait là. Il n'avait pas l'air heureux. Il tenait un morceau de papier orange dans sa main. Hank Clark. Ouais. Dernier avis d'expulsion, a dit le shérif adjoint en scotchant le papier sur le cadre de la porte. La banque l'a ordonné ce matin. Vous avez 24 heures pour quitter les lieux. Les serrures seront changées demain à midi. 24 heures? A halté Hank. Mais j'ai des droits. J'ai besoin de plus de temps. Vous aviez 14 jours, Hank. Le temps est écoulé. Je suis désolé. Le shérif adjoint s'est retourné et s'est éloigné. Hank a fixé le papier orange. C'était fini. La maison était perdue. Britney est arrivée dans l'allée dans sa BMW 1 minute plus tard. Elle a sauté de la voiture en agitant son téléphone. « Tu as vu? Tu as vu les nouvelles ?» a-t-elle crié en montant les marches du Porsche. Morgan est riche, comme une célébrité. Elle a vu le papier orange sur la porte. Elle s'est arrêtée. Qu'est-ce que c'est? On perd la maison, a sangloté Doris en s'affaissant sur la balançoire du Porsche. Demain. Britney a regardé l'avis d'expulsion puis le magazine sur la table. Ses yeux se sont rétrécis. Le calcul a remplacé le choc. Non, a dit fermement Britney. On ne perd rien. Monte dans le camion. Quoi? A demandé Hank. On va à Seattle, a dit Britney.
J'ai cherché l'adresse de son nouveau bureau. C'est un document public. On va y aller et on va rappeler à Morgane qu'elle est une Clark. Elle ne peut pas laisser sa famille vivre dans la rue pendant qu'elle est dans un pantouse. Ça ferait mauvaise impression sur le cours de ses actions. Hank a regardé le papier orange. Puis il a regardé sa femme, recroquevillée en larmes. Il a redressé le dos. Tu as raison, a-t-il dit. Elle nous le doit. Elle nous doit tout. Le trajet jusqu'à Seattle a duré 4 heures. 4 heures de silence dans la cabine du Ford F-150 rouillé de Hank. Britney suivait dans sa BMW car elle refusait d'être vue dans le camion. Ils sont arrivés à la tour Nexus au centre-ville de Seattle à 14 heures. Le bâtiment était de verre et d'acier, perçant le ciel comme une aiguille. Il criait l'argent. J'étais assise dans mon bureau au 30e étage lorsque Sacha, ma directrice des opérations, m'a appelé. Morgane, a-t-elle dit, la voix hésitante. Il y a 3 personnes dans le hall qui vous demandent. Ils n'ont pas de rendez-vous. La sécurité veut savoir si elle doit les faire sortir. J'ai affiché le flux de sécurité du hall sur mon 2e moniteur. Ils étaient là. Mon père dans sa veste de travail tachée et sa casquette de baseball. Ma mère serrant son sac à main comme un bouclier et Britney vérifiant son maquillage dans le reflet du tourniquet en verre. Ils avaient l'air petits. Ils avaient l'air déplacés au milieu du marbre poli et des hommes en costume 3 pièces qui passaient à côté d'eux. Mon premier réflexe a été de dire, oui, faites-les sortir. Mais ce serait trop facile. Ce serait se cacher. Non, ai-je dit. Laissez-les monter. Amenez-les dans la salle de conférence B. Celle avec les murs en verre. Les murs en verre? A demandé Sacha. Vous êtes sûr? Tout l'étage verra. Je sais, ai-je dit. C'est le but. J'ai regardé sur le moniteur pendant que le gardien de sécurité leur donnait des badges de visiteurs. J'ai vu la façon dont mon père a bombé le torse, essayant de paraître important, essayant de prétendre qu'il n'était pas terrifié. J'ai vu la façon dont Britney a balayé le hall du regard, calculant probablement le coût des meubles. Je me suis levé et j'ai lissé mon blazer. J'ai pris un dossier sur mon bureau. À l'intérieur se trouvaient un tableur et un chéquier. Je suis sorti dans le bureau à air ouverte. Mon équipe, 30 ingénieurs et personnel de soutien, travaillait tranquillement. Le bourdonnement de la productivité était apaisant. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, le niveau de bruit dans le bureau a baissé. Ma famille est sortie. Hank s'est arrêté. Il a regardé autour de lui. Il a vu les rangées de moniteurs haut de gamme, les chaises ergonomiques. Ironique, considérant qu'il avait jeté la mienne dans la boue, la vue sur le détroit de Puget par les fenêtres allant du sol au plafond. Il m'a vu. Je me tenais au fond de la pièce, attendant. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas fait de signe de la main. Hank a commencé à marcher vers moi. Ses bottes grinçaient sur le sol en béton poli. Toutes les têtes dans le bureau se sont tournées pour regarder. Ils connaissaient l'histoire. Tout le monde avait lu l'article. Ils savaient que c'était le père qui avait traité leur PDG de parasite. Morgane, a dit Hank quand il s'est approché suffisamment. Sa voix était forte, trop forte pour le bureau silencieux. On doit parler. Bonjour, papa, ai-je dit froidement. Bonjour, maman. Britney. Bel endroit, a dit Britney, ses yeux balayant avidement les lieux. Un peu froid, cependant. Tu ne trouves pas? C'est efficace, ai-je dit. Suivez-moi. Je les ai conduits dans la salle de conférence. C'était un bocal à poisson. Insonorisé, mais complètement transparent. Tout mon personnel pouvait nous voir. Je me suis assise à la tête de la table. Je ne leur ai pas offert de siège. Ils se sont assis quand même. Hank s'est penché en avant, posant ses lourdes mains sur la table en acajou. Tu as bien réussi, a-t-il dit, essayant de paraître paternel. On est surpris. Tu aurais dû nous le dire. J'ai essayé, ai-je dit. Tu as jeté mon sac dans la boue. Hank a tressailli. J'étais en colère. Les hommes se mettent en colère. C'est le stress, Morgane. Tu sais comme c'est dur de maintenir un toit sur la tête d'une famille. Vraiment? Ai-je demandé. Bien sûr que non, a-t-il rétorqué, son tempérament s'enflammant instantanément. Tu as tout cet équipement de luxe. 7.
Cette vue. Tu ne sais pas ce que c'est que de s'inquiéter pour la facture d'électricité. De s'inquiéter de perdre sa maison. C'est pour ça que vous êtes ici? Ai-je demandé. Parce que vous perdez la maison. Le shérif est venu aujourd'hui, a murmuré Doris, des larmes coulant de ses yeux. Demain à midi. On n'a nulle part où aller, Morgan. Et c'est la faute de qui? Ai-je demandé. C'est l'économie, a crié Hank, oubliant qu'il était dans une boîte en verre. C'est la banque. Et peut-être que si on avait su que tu avais des millions, on ne serait pas dans ce pétrin. Tu nous as caché ça. Tu nous as laissé souffrir pendant que tu étais assise sur une mine d'or. C'est égoïste, Morgan. C'est cruel. Égoïste, ai-je répété. J'ai ouvert le dossier. Parlons d'égoïsme. J'ai fait glisser une seule feuille de papier sur la table. Elle a tourné lentement et s'est arrêtée juste devant Hank. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé en regardant les rangées de chiffres. Ça, ai-je dit en me penchant en arrière dans ma chaise, c'est le registre du parasite. Il a plissé les yeux. Je ne comprends pas, lit la première ligne, papa. Date, 12 janvier 2021. Objet, manque à gagner sur l'hypothèque. Montant, $300. Source, Morgan Clark. J'ai montré la ligne suivante. Février 2021. Facture d'électricité, $210. Payé par Morgan Clark. Je me suis levé et je me suis dirigé vers le tableau blanc derrière moi. J'ai pris un marqueur. Tu m'as traité de parasite, ai-je dit, ma voix se projetant clairement dans la pièce silencieuse. Un parasite se nourrit de l'hôte, prenant des ressources sans rien donner en retour. C'était ton récit. C'était ton excuse pour me traiter comme une ordure. J'ai écrit un chiffre sur le tableau, $142 500. Ce chiffre, ai-je dit en tapotant le tableau, est le montant total que j'ai contribué à votre foyer au cours des 5 dernières années. J'ai payé votre eau. J'ai payé votre internet. J'ai payé la différence de votre hypothèque chaque mois lorsque votre pension ne suffisait pas. J'ai payé le nouveau chauffe-eau l'hiver dernier. J'ai payé la chirurgie dentaire de maman. Hank a fixé le tableau. Son visage est passé du rouge au blanc fantomatique. Toi, a-t-il balbutié. Non, la banque, la pension. La banque n'a pas baissé ton taux, papa, ai-je dit. Je me suis connecté et je l'ai payé. La compagnie d'électricité ne t'a pas accordé de réduction pour les aînés. Je l'ai payé. Je l'ai fait anonymement parce que je te connaissais. Je savais que ta fierté était la seule chose qu'il te restait. Je ne voulais pas te l'enlever. Je me suis tourné vers Britney. Elle se recroquevillait sur son siège. Et toi? Ai-je dit. L'enfant chéri. Devrions-nous parler des $2000 que tu as empruntés l'année dernière pour des réparations de voiture ou des $500 pour le sac à main? J'allais te rembourser, a marmonné Britney. Non, tu n'allais pas le faire, ai-je dit. Et je m'en fichais. Je l'ai payé parce que je voulais que ma famille soit en sécurité. Je voulais que nous allions bien. J'ai regardé Hank. Il était affalé sur sa chaise. Il ressemblait à un ballon qui avait éclaté. La fanfaronnade, la colère, la droiture, tout avait disparu. Je n'étais pas le parasite, papa, ai-je dit doucement. J'étais le système de survie. Et il y a 2 semaines, quand tu m'as mise à la porte, tu n'as pas seulement mis ta fille à la porte. Tu as débranché ta propre vie. Hank a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient humides. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas vu un géant. J'ai vu un vieil homme stupide qui avait fait une terrible erreur. On ne savait pas, a pleuré Doris. Morgan, on ne savait pas. Vous ne vouliez pas savoir, l'ai-je corrigé. Vous m'avez vu sur un ordinateur et vous avez décidé que j'étais paresseuse. Vous n'avez pas demandé. Vous avez supposé. Et maintenant, nous en sommes là. La pièce était silencieuse à l'extérieur des murs de verre. Mes employés faisaient semblant de travailler, mais je savais qu'ils écoutaient chaque mot étouffé. Alors, ai-je dit en me rasseyant. Vous avez 24 heures avant que le shérif ne ferme la porte. Quel est votre plan? Hank a dégluti difficilement. Il a regardé ses mains. Il a regardé le luxe qui l'entourait. Il a réalisé qu'il n'avait absolument aucun levier. Il ne pouvait pas se sortir de là en criant.
Il ne pouvait pas se sortir de là en culpabilisant. Il devait faire la seule chose qu'il détestait plus que tout au monde. Morgan, a-t-il croassé. Sa voix s'est brisée. Il s'est éclairci la gorge et a réessayé. Morgan, s'il te plaît. S'il te plaît, quoi? S'il te plaît, aide-nous, a-t-il murmuré. On va perdre la maison. C'est la seule chose que j'ai à montrer de ma vie. Je ne veux pas être sans abri. J'étais sans abri il y a 2 semaines, lui ai-je rappelé. Tu m'as dit d'aller vivre dans la rue. Tu as dit que ça me ferait du bien. J'ai eu tort, a crié Hank. Une larme a roulé sur sa joue burinée. J'ai eu tort. D'accord. Je suis désolé. Je suis un vieil homme stupide. Ne les laisse juste pas prendre la maison. Prête-moi l'argent. Je travaillerai. Je sortirai de ma retraite. Je te rembourserai chaque centime. Un prêt? J'ai haussé un sourcil. Papa, aucune banque sur terre ne te prêterait de l'argent en ce moment. Tu n'as pas de revenus et un mauvais crédit. Je t'en supplie, a dit Hank. Il a commencé à glisser de sa chaise, donnant l'impression qu'il allait se mettre à genoux. Je t'en supplie en tant que ton père. C'était pathétique. C'était satisfaisant. Et c'était déchirant. J'ai regardé Britney. Et toi? Vas-tu les aider à me rembourser? Britney a regardé ses chaussures. Je ne peux pas. J'ai des prêts étudiants. Bien sûr, ai-je soupiré. J'ai attrapé le chéquier dans le dossier. Je ne vais pas te donner de prêt, papa, ai-je dit. Hank a levé les yeux, la terreur dans ses yeux. Morgan, s'il te plaît. Parce que je sais que tu ne peux pas le rembourser, ai-je terminé. Et je ne veux pas être ton collecteur de dettes pour les 20 prochaines années. J'ai débouché mon stylo. J'ai une proposition différente. L'air dans la salle de conférence en verre était si calme que je pouvais entendre le bourdonnement des disques durs de la salle des serveurs au bout du couloir. Mon père me regardait avec un mélange d'espoir et de terreur. Il pensait que j'allais ouvrir le coffre-fort de la banque et les couvrir d'argent. Il pensait que nous étions de retour à l'ancienne dynamique. Il fait une bêtise et je la nettoie discrètement. Une proposition? Britney s'est redressée en se penchant en avant. Comme une allocation ou peut-être un emploi. Je pourrais travailler au RH. Je suis très doué avec les gens. Je l'ai regardé. L'audace était presque impressionnante. Non, Britney, ai-je dit. Tu n'auras pas de travail. Tu n'auras pas d'allocation. J'ai ouvert le chéquier. J'ai pris mon stylo. Voici la réalité, ai-je dit, ma voix plate et professionnelle. Je ne vais pas vous donner d'argent liquide. Je ne vais pas vous faire confiance avec de l'argent parce que vous avez prouvé que vous ne pouvez pas le gérer. J'ai écrit la date sur le chèque. J'ai appelé la banque ce matin, ai-je poursuivi. J'ai obtenu le montant exact du remboursement de l'hypothèque, le principal, les intérêts, les frais de retard et les pénalités légales. J'ai écrit le nombre, 124 560 $. Ce chèque, ai-je dit en le brandissant mais sans le lâcher, est libellé directement à la banque. Il effacera complètement la dette. Vous serez propriétaire de la maison sans aucune charge. Plus de paiements hypothécaires, plus de peur d'expulsion. Vous aurez un toit sur votre tête pour le reste de votre vie. Hank a laissé échapper un sanglot de soulagement. Oh, Dieu merci. Merci, Morgan. Merci. Il a tendu la main vers le chèque. Je l'ai retiré. Je n'ai pas fini, ai-je dit sèchement. C'est une transaction, papa. Et chaque transaction a des conditions. J'ai de nouveau attrapé le dossier et en ai sorti un document épais agrafé dans le coin. Je l'ai fait glisser sur la table à côté du chèque. Qu'est-ce que c'est? A demandé Doris en s'essuyant les yeux. C'est un contrat, ai-je dit. Rédigé par mes avocats ce matin. Hank a plissé les yeux sur les lettres en gras en haut. Accord de non-divulgation et de rupture. Rupture? A demandé Hank, confus. Comme quand on se fait virer. Exactement, ai-je dit. Ce document stipule qu'en échange du remboursement de votre hypothèque, vous acceptez 2 choses. J'ai levé un doigt. Premièrement, un accord de non-divulgation strict. Vous ne parlerez plus jamais à la presse de moi ou de cette entreprise. Vous ne donnerez pas d'interview.
Vous ne publierez rien sur Facebook. Si Tran vous rappelle, vous raccrochez. Si vous violez cela, je vous poursuivrai pour le montant total de l'hypothèque plus les dommages et intérêts. Hank a hoché la tête rapidement. D'accord. D'accord, bien sûr. Pas de journaliste. Je peux le faire. J'ai levé un deuxième doigt. Deuxièmement, une clause de non-contact. La pièce est devenue silencieuse. Qu'est-ce que ça veut dire? A murmuré Doris. Ça veut dire que vous me renvoyez en tant que votre fille, ai-je dit. Ça veut dire qu'une fois que vous sortirez de ce bâtiment avec ce chèque, c'est fini entre nous. Vous ne m'appelez pas. Vous ne me rendez pas visite. Vous ne me demandez pas d'argent quand le chauffe-eau tombera en panne dans 5 ans. Vous ne venez pas à mon mariage si j'en ai un jour. Je les ai regardés un par un. Vous me vouliez hors de la maison. Vous l'avez eu. Ce contrat le rend permanent. Vous prenez la maison. Je prends ma liberté. Nous nous séparons pour toujours. Morgane. Non, a pleuré Doris en tendant la main sur la table. Tu ne peux pas penser ça. On est une famille. On était une famille il y a 2 semaines, ai-je dit en retirant ma main. Et tu l'as regardé me jeter dehors sous la pluie. Tu n'as pas dit un mot, maman. Tu as choisi ton camp. J'avais peur, a-t-elle sangloté. Moi aussi, ai-je dit. Mais je n'ai plus peur. J'ai regardé Hank. Ce sont les conditions. Vous signez le papier. Vous obtenez le chèque. Vous sauvez la maison. Vous refusez et vous partez d'ici avec rien. Le shérif ferme la porte demain à midi. C'est votre choix. Hank a regardé le contrat. Puis il a regardé le chèque. Puis il m'a regardé. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Il faisait le calcul. D'un côté, une relation avec une fille qu'il n'avait jamais respectée, jamais comprise, et qu'il avait publiquement humiliée. De l'autre côté, une maison payée et la sécurité pour le reste de sa vie. Le choix n'aurait pas dû être difficile. S'il m'aimait, vraiment m'aimait, il aurait déchiré le chèque. Il aurait dit, garde ton argent. Je veux juste récupérer ma fille. Il aurait choisi d'être sans abri si cela signifiait réparer ce qu'il avait cassé. J'ai attendu. Je voulais qu'il le déchire. Une petite partie stupide de moi, la petite fille qui attendait son retour du travail, voulait qu'il me jette l'argent au visage et me serre dans ses bras. Hank a pris le stylo. Où est-ce que je signe? A-t-il demandé, sa voix rauque. Mon cœur s'est brisé. Ce n'était pas un bruit fort. C'était juste la confirmation finale et silencieuse que j'avais eu raison depuis le début. Page 4, ai-je dit, ma voix dépourvue d'émotion. Et paraphé le bas de chaque page. Il a signé. Il n'a pas hésité. Il a signé son nom, grattant fort le stylo contre le papier. Il a passé le document à Doris. Elle a pleuré, secouant la tête, mais Hank l'a poussé du coude. Signe, Doris. On a besoin de la maison. Elle a signé. Puis j'ai regardé Britney. Toi aussi. J'ai besoin de ta signature garantissant que tu ne vendras pas d'histoire sur moi au tabloïd. Britney m'a fusillé du regard. Je n'ai rien à y gagner. Ils ont une maison. Qu'est-ce que j'obtiens? Tu hériteras d'une maison payée un jour, ai-je dit. Et tu éviteras d'être poursuivi par une équipe juridique d'1 milliard de dollars. Signe. Elle a soufflé, a attrapé le stylo et a signé avec une flourish dramatique. J'ai repris le contrat. J'ai vérifié les signatures. Valide, juridiquement contraignante. J'ai pris le chèque de 124 560 $. Je l'ai tendu à mon père. Il l'a attrapé. Sa main a touché la mienne pendant une brève seconde. Sa peau était rugueuse, comme dans mon souvenir. Merci, a-t-il murmuré. Il a regardé le chèque, fixant les zéros. Il n'avait jamais tenu autant d'argent dans sa main de toute sa vie. Au revoir, Hank, ai-je dit. Il a tressailli à l'utilisation de son prénom. Il m'a regardé et pendant une seconde, j'ai vu du regret. Un regret profond et douloureux. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, peut-être des excuses, peut-être un au revoir. Mais il a de nouveau regardé le chèque, et les mots sont morts dans sa gorge. L'argent était plus fort que son amour. Il a plié le chèque et l'a mis dans la poche de sa chemise,
juste au-dessus de son cœur. Allez, Doris, a-t-il dit. Rentrons à la maison. Ils se sont levés. La chaise a raclé le sol, un son dur dans le bureau silencieux. Ma mère m'a regardé une dernière fois. Je t'aime, Morgane, a-t-elle dit faiblement. Je sais, maman, ai-je dit. Mais tu aimes plus ton confort. C'est bon. Je te pardonne. Elle a couvert sa bouche et s'est détournée, sanglotant en suivant Hank dehors. Britney n'a pas regardé en arrière. Elle textait déjà sur son téléphone, racontant probablement à ses amis une version tordue de l'histoire où elle était la victime. Je suis restée assise dans la salle de verre et je les ai regardés s'éloigner. Je les ai regardés passer devant les rangées d'ingénieurs. Je les ai regardés passer devant la réception. Je les ai regardés entrer dans l'ascenseur. La porte s'est refermée, les coupant de ma vie. J'ai laissé échapper un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis 30 ans. Mes épaules sont tombées. La tension dans mon cou a disparu. Je me sentais légère. Sacha a ouvert la porte et a jeté un coup d'œil. Elle avait l'air inquiète. Morgane, ça va? Tu as besoin de quelque chose? J'ai regardé les chaises vides. J'ai regardé le tableau blanc où le chiffre de $142 500 était toujours écrit à l'encre rouge. Je me suis levé et j'ai attrapé l'effaceur. J'ai nettoyé le tableau. La dette était payée. Le registre était clos. Je vais bien, Sacha, ai-je dit, et j'ai été surprise de constater que je le pensais. En fait, je vais mieux que bien. Tu veux prendre le reste de la journée? A-t-elle demandé. Non, ai-je dit en sortant de la salle de conférence et en retournant vers le sol animé de mon entreprise. On a une entreprise à gérer, et je pense que je dois une pizza partie à l'équipe. Commande tout sur le menu. Alors que le bureau éclatait de joie, je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé la rue. J'ai vu un minuscule Ford F-150 rouillé sortir du parking et s'insérer dans la circulation. Il avait l'air si petit d'ici. Je l'ai regardé jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin d'une rue. Retournant sur l'autoroute, retournant à Spokane, retournant à une maison qui n'était plus qu'un bâtiment. Je me suis détourné de la fenêtre. Je suis retourné à mes écrans, à mon code et aux gens qui me respectaient vraiment. J'avais perdu un père, mais je m'étais trouvé. Et honnêtement, c'était un marché que je referais à chaque fois. J'ai remboursé leur hypothèque entière juste pour qu'ils s'en aillent. Certains de mes amis disent que j'ai été trop généreuse avec des gens qui m'ont mise à la porte. D'autres disent que j'ai fait ce qu'il fallait en tant que fille. Qu'auriez-vous fait? Auriez-vous donné le chèque à Hank ou l'auriez-vous laissé se débrouiller seul? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires de vengeance et de justice. Merci d'avoir regardé.